Bonsoir à tous et bienvenue dans ces leçons, dans ces lives. C'est pour moi un grand plaisir de nous avoir encore ces derniers jours de notre formation sur R, SPSS et Stata. J'espère que pendant ces 3 semaines, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris comment analyser les données avec R, avec SPSS, avec Stata. Je ne dis pas qu'à ce niveau, vous êtes devenus des experts en analyse des données avec ces outils. Mais au moins quand même, quand vous aurez un problème pour auquel vous devez résoudre avec ces outils, vous ne serez pas complètement perdu. On a plusieurs fois utilisé l'IA, on a plusieurs fois vu ce que chaque outil peut faire. Et je pense à ce niveau, vous pouvez commencer à faire des projets parce que la data s'apprend et ça se maîtrise en faisant des projets, en pratiquant. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez devenir bon. Et puis, le groupe de discussion est toujours là. Si jamais vous avez des questions de préoccupation, vous pouvez poser dans le groupe et on sera là pour pouvoir vous répondre. Euh, cette semaine, nous sommes en train de conclure avec Stata. Nous avons longuement parlé des Stata. Nous avons parlé des bases des Stata. Nous avons fait la gestion des données. Sur Stata, nous avons parlé des statistiques descriptives et la visualisation. Ici, nous avons parlé des analyses avancées. Et ce soir, nous allons faire un travail pratique. Je pense que chacun avait général les données sur lesquelles il va travailler. Nous, on a parlé de ça avant-hier. Et donc, ce soir, ça sera la présentation. Et comme je vois déjà les mains qui sont levées là, comme nous l'avions demandé, nous allons donner à chacun les temps de pouvoir présenter son travail qu'il a fait. Parce que votre présentation, si vous n'allez pas présenter, faire votre vidéo sera obligatoire pour pouvoir obtenir votre certificat. Et donc, chacun aura quelques minutes. On va prendre maximum 10 minutes parce que je ne vois pas assez de monde lever leur main. Chacun va prendre maximum 10 minutes. Vous présenter votre contexte, présenter les analyses que vous aviez fait et puis aussi présenter les conclusions. S'il y a des questions ou des préoccupations, vous pouvez aussi les soumettre. Et à la fin de ces 5 premières présentations, je vais commenter ensemble. Nous allons commenter, poser des questions et chacun va essayer de répondre à ce qu'on aura comme préoccupation. Voilà là, donc ce que nous allons faire ce soir. Je vois déjà le main levé. Je pense que vous êtes prêts. Nous allons passer la parole à la première personne. Je vois la première main levée ici. Monsieur Monsieur Cédric, vous avez la parole après Cédric. On aura Sidi après Sidi. Ça sera Sanou. Après Sanou, ça sera Précieux. Après Précieux, ça sera Amadou. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, vous pouvez juste lever la main ici. On va vous ajouter sur la liste des gens qui vont présenter ce soir. Mais en attendant, on va commencer avec Cédric. Cédric, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, partager votre écran et présenter votre travail. Monsieur Cédric Bossomi, est-ce que vous êtes là? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, et présentez. Cher formateur, je suis là. D'accord. Vous pouvez alors partager votre écran. Aïssata sera la 6e personne. Je vois aussi sa main levée ici. Et puis, Monsieur Tniel aussi présentera. Monsieur Cédric, est-ce que vous êtes prêt? Ouais, je suis prêt. Juste quelques minutes. Oui, Voilà. nous pouvons. Bonsoir, cher formateur. Allô, vous me voyez? D'accord. On voit bien votre écran. Ça va. Ouais, bonsoir, cher formateur. Et je salue également tous les collègues ici présents. Je suis Cédric Bossomi depuis Kinshasa. Je tiens à remercier notre estimé formateur pour l'approche qu'il a opté, qui nous a tous aidés à comprendre
ce que c'est l'analyse des données, bien que nous ne sommes pas encore au parfait de la situation, mais nous avons quand même compris quelque chose. Nous avons déjà des bases qui vont nous aider à résoudre certains problèmes auxquels nous allons faire face à la société. Mon projet porte sur... excusez. Voilà. Voilà. Mon projet porte sur... Voilà. Mon projet porte sur un projet d'analyse business. Le contexte m'amène dans une structure œuvrant en République démocratique du Congo, spécialisée dans la vente, avec un échantillon de 5000 clients. L'analyse de ces données va nous aider à dresser le profil de consommateurs congolais urbains représentés par des villes telles que Matadi, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kinshasa et j'en passe. L'objectif poursuivi dans cette analyse consiste à optimiser, à maximiser les valeurs clients, mais aussi optimiser le budget marketing dans le but d'identifier les segments des clients les plus rentables, comprendre le monteur des dépenses mensuelles et déterminer les canaux d'acquisition, WhatsApp, Facebook, radio, ainsi de suite, mais qui génèrent les clients à forte valeur ajoutée. Au cours de cette investigation, au cours de cette analyse, nous avons abordé plusieurs questions. La première est axée sur la segmentation géographique. La question est de savoir comment se répartissent la catégorie des dépenses entre les différentes villes. Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à la méthode des tri croisés avec les tests de Q2. Et après les tests, nous avons comme résultat après les tests, voilà. Après les tests, il s'est avéré que voilà, après les tests, il s'est avéré que il n'y a aucune relation statistiquement significative entre les villes d'origine et la catégorie des dépenses mensuelles. Comme il n'y a pas une relation significative, nous avons donc recommandé à notre client à ne pas segmenter les approches selon les villes. Nous l'avons plus encouragé à standardiser les offres, le prix et les critères de ciblage à l'échelle nationale. Ici, vous voyez, ça c'est la structure de dépenses par ville. Vous allez pas vraiment de différence, pas trop de différence, raison pour laquelle nous avons dit que la ville n'influence pas les dépenses. Au deuxième lieu, nous avons analysé, voilà, au deuxième lieu, nous avons posé une question axée sur les performances marketing par âge. La question était de savoir quel canal marketing est le plus efficace pour capter les jeunes de moins de 20 ans. Pour résoudre ces problèmes, nous avons utilisé le filtrage de la population jeune et l'analyse des fréquences du canal marketing. Après ces tests, les résultats montrent que bien que WhatsApp, Facebook,
occupe la première position de la liste, mais c'est là scientifiquement, il est scientifiquement validé que la cible de moins de 23 ans est omnicanale, c'est-à-dire tu peux utiliser n'importe quel autre canal de communication marketing pour attirer les jeunes de moins de 23 ans. À terme des recommandations, nous avons donc encouragé notre client à abandonner les ciblages monomédia, c'est-à-dire ne pas seulement se focaliser sur WhatsApp et Facebook, mais il peut également faire appel à d'autres canaux de marketing, la télé, ainsi de suite, pour attirer plus de gens. Et ici, c'est de cette façon que se présentent les canaux d'acquisition précisément pour les jeunes de moins de 20 ans. Vous remarquez ici que WhatsApp occupe la première position, suivi de Facebook. Nous avons également la radio, mais aussi la référence. Bien qu'il y a des petites différences, mais il est conseillé d'utiliser aussi d'autres approches, hormis WhatsApp et Facebook, pour attirer les jeunes de moins de 20 ans. À la troisième position, notre analyse sur rentabilité. La question était de savoir quel profil de dépenses et de dépenses d'achat spécifiques des étudiants par rapport aux professionnels. Nous avons fait recours au test de KIDE pour comparer les moyennes par catégorie professionnelle. Après ces tests, les résultats montrent que les résultats montrent que l'hypothèse d'une spécificité des profils est invalide. Comme cette hypothèse est invalide, nous devons donc recommander à notre client de cesser la discrimination tarifaire ou promotionnelle basée sur les statuts, mais plutôt optimisation des volumes. Voilà. Au troisième lieu, ici, vous allez voir comment se présente le profil, les dépenses mensuelles moyennes par profil. Nous avons des employés, nous avons des entrepreneurs, des sans-emploi, ainsi que des étudiants. Mais par-dessus tout, vous voyez, il n'y a pas vraiment une grande différence significative. Raison pour laquelle nous disons qu'à terme des dépenses mensuelles, les étudiants ainsi que d'autres personnes, par exemple les entrepreneurs, ainsi de suite, sont dans la même panier. Voilà. Hormis cela, nous avons également abordé notre question sur la modélisation prédictive. La question était de savoir dans quelle mesure la fréquence d'achat et la satisfaction prédisent-elles les montants total dépensés. Pour faire cela, nous avons fait la corrélation des personnes et comme résultat, il s'est avéré que cette corrélation est positive et significative sur tous les aspects. Bon, là, je vais partager seulement les documents, faute de temps. Mais il s'est avéré que pour augmenter le chiffre d'affaires, il faut impérativement agir sur la rétention, c'est-à-dire la fréquence et l'expérience client. Il y a certains clients qui peuvent venir aujourd'hui, ils achètent, après, ils partent pour du bon. Mais les clients qui reviennent chaque fois, ce sont des personnes à qui nous devons vraiment faire confiance, auxquelles l'entreprise doit faire confiance pour maximiser ses rendements. Hormis cela, l'autre question était basée sur l'analyse des cycles de vie. La question était de savoir, existe-t-il une différence significative de pouvoir d'achat entre les adolescents moins de 20 ans et autres tranches d'âge? Pour faire cela, nous avons fait appel à la NOVA pour
comparer les moyennes par groupe d'âge afin de valider statistiquement l'écart. Et après ces tests, il s'est avéré que oui, le test statistique ANOVA confirme mathématiquement que aucune différence significative entre ces groupes. Comme il n'y a aucune différence, donc l'hypothèse des différences de pouvoir d'achat liées à l'âge est fortement rejetée. À terme de recommandation, nous avons dit demander à notre client de faire un alignement tarifaire. Donc, toute stratégie de prix différenciée en fonction tarif de l'âge, tarif des personnes âgées ou jeunes, est injustifiée sur le plan financier. Et nous avons également conseillé à notre employé à comprendre qu'il n'aura aucun intérêt à porter le gamme de produits en fonction de l'âge sous prétexte de pouvoir d'achat. Hormis cela, nous avons abordé une autre question, beaucoup de questions, mais faute de temps, mais nous allons analyser seulement quelques-unes. Par exemple, la 8e question était l'efficacité du parrainage. La question était de savoir, les clients acquis par les canaux de référence ont-ils un meilleur score de fidélité que ceux de l'autre canal? Et pour résoudre cela, nous avons fait la modélisation par la régression multiple ou encore la comparaison des moyennes pour isoler l'effet du canal de référence sur la satisfaction. À terme de résultats, à la question 8, voilà, à terme des résultats, il s'est avéré que ces canaux dominent largement avec le score de fidélité, un score de 74,89%. Et nous avons formulé comme recommandation, voilà, prioriser la sensibilisation de bouche à oreille. Donc, une fois vous invitez quelqu'un, il est probable que cette personne reste fidèlement et que les personnes qui viennent, par exemple, via les réseaux sociaux, et ainsi de suite, il est difficile de gérer ce genre de personnes. Nous avons également recommandé à ceux qu'on puisse optimiser du maximum marketing. Et également, nous avons également encouragé l'audit. Par exemple, nous avons remarqué que WhatsApp a un score plus bas et donc il faut auditer, voir ce qui ne va pas et comment booster ces canaux pour espérer au maximum la recette. Voilà la somme des scores de fidélité par canal marketing. Il s'est avéré que la référence ici domine. Or, Facebook ainsi que WhatsApp occupent presque les dernières positions. Voilà, raison pour laquelle nous avons dit qu'il est nécessaire de se concentrer plus sur la référence. Bon, D'accord. Conclusion, Monsieur Cédric, conclusion et présenter les 12 files que vous aviez, sur lesquels vous aviez travaillé. Les 12 files, oui, il est ici. Voilà, les 12 files est ici. Voilà. Voilà les 12 files complets de notre travail. D'ailleurs, je l'ai déjà mis sur... j'ai déjà partagé les liens, comme ça,
vous allez voir tout ce que j'ai fait. Voilà. En bref, je vous remercie pour le privilège. Ça nous a vraiment aidé à mener des recherches et voilà, aujourd'hui, nous sommes au moins à mesure de faire quelque chose. Infiniment merci. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Cédric. J'ai bien noté tout ce que vous avez fait et je pourrais apporter, ou bien les autres amis pourront apporter leurs commentaires juste après que la présentation ait pris fin. Donc, bien noté. Si vous ne voulez pas oublier, vous pouvez m'écrire la note que vous donnez à monsieur Cédric dans les chats. Combien pensez-vous on peut donner à monsieur Cédric dans les chats sur 10, sur 1, sur 0 à 10, il mérite combien par rapport à cette présentation? Comme vous êtes en train de taper dans les chats, on va prendre aussi la deuxième personne. Je vois la deuxième personne, c'est Monsieur Sanou. Vous avez la parole. C'est Sidi Non, ou non, non. Sanon? Oui, je vois c'est Sidi. C'est Sidi plutôt. Désolé. C'est Sidi qui a levé la deuxième. Oui, merci. D'accord. Vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran, Monsieur Sidi connaît. OK. Merci beaucoup, coach. Merci aux collègues apprenants. Voilà, et moi, je m'appelle Sidi Koné. Je suis agronome environnementaliste au Mali. Les cas que j'ai traités, c'est un cas relatif à l'étude de la performance environnementale et sociale d'une société fictive que j'ai dénommée BDRA, qui veut dire bien diagnostiqué pour apporter la réponse adéquate. Et donc, ça reflète, c'est un cas qui reflète les réalités des sociétés minières maliennes. Et donc, c'est simulé sur ces réalités-là. Donc, par rapport au périmètre d'étude, nous avons 5 sites qui ont été sur lesquels l'entreprise intervient. Donc, globalement, le contexte intervient dans en fait, ce travail-là intervient dans un contexte de dualité où alors les retombées économiques et les passifs écologiques et sociaux, en tout cas, font mouche par rapport au débat sur le plan national. D'un côté, il est certes pertinent que ces sociétés-là génèrent des recettes d'exportation, des investissements cruciaux et même des créations d'emplois. Mais de l'autre côté, c'est que il y a, sur le plan social et environnemental, il y a la dégradation des sols, la pollution des eaux, les émissions de gaz à effet de serre, les tensions avec les communautés locales. Donc, vu en tout cas ces constats, donc cette étude a été menée pour quand même un peu amener ces sociétés-là à ajuster leur manière de voir les choses par rapport à la gestion environnementale et sociale. Moi, ma chose là est plantée. Qu'est-ce qui plante chez vous? Vous pouvez mettre en plein écran et comme ça, vous serez en train Oui, c'est en d'utiliser plein la... écran. Voilà, OK. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc l'enjeu vraiment, c'est vraiment l'impact réel de la gouvernance environnementale et sociale de la société. Et donc, il y a plus d'une décennie que cette société intervient au Mali. Donc, c'est pour vous dire que c'est une base que j'ai demandé à l'IA, que l'IA m'a généré une base donc, sur laquelle j'ai travaillé. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure les politiques de gouvernance influencent-elles réellement la conformité environnementale et sociale sur le terrain. Donc, c'est ça, l'objectif vraiment, c'est de combler le fossé entre les engagements sur papier et les impacts réels mesurables sur le terrain.
Oui, mais ceci dit, je ne vous interromps pas. Je vous demanderai d'arrêter le partage et puis de repartager encore parce que ça reste figé juste sur une seule slide. Ah, ok. OK, vous pouvez repartager encore. Vous voyez? Oui, là, c'est mieux et vous mettez en plein écran et je pense que ça sera cette fois-ci interactif. C'est bon? C'est C'est toujours plus ou moins figé? bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon comme ça. D'accord, C'est vite. OK. c'est bon. Voilà. Donc par rapport à la méthodologie, la première étape, c'était de faire une simulation de collecte pour la construction des indicateurs par rapport à cette étude. Et la deuxième étape, c'était le traitement statistique. Dont les résultats vont essayer d'alimenter les décisions, en tout cas, qui vont être prises pour éclairer, en tout cas, l'entreprise par rapport aux bonnes décisions dans le cadre de la gouvernance environnementale et sociale. Là, le plantage, là, c'est pas encore terminé, hein. Alors, vous voyez, ça bouge. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Voilà. Au total, il y avait 420 observations pour 32 variables étudiées. Et globalement, on a atteint un taux de conformité environnementale moyen de 76%. Et maintenant, quand on prend l'emploi local, qui représente 61%, donc ce qui montre un ancrage modéré sur le plan territorial, un ancrage modéré de la société. Et ensuite, la satisfaction communautaire qui a été notée 6,95 sur 10. Ça, c'est vraiment un score moyen. Mais l'alerte est donnée au niveau de l'inclusion féminine où on a noté à 17,7%, qui indique vraiment un besoin critique d'amélioration immédiate. Voilà. Et maintenant, le diagnostic environnemental, par rapport au taux de conformité 76%, qui cache pas mal de choses, il faut dire que l'indice de risque global est modéré, ça c'est 58,14 sur 100. Mais l'analyse révèle vraiment des faiblesses sur le plan structurel et des valeurs extrêmes. Par exemple, quand on prend l'émission de CO2, on est à 1808 tonnes. Et quand on a fait la distribution, on a constaté que la distribution n'est pas une distribution normale. Avec les tests qu'on a utilisés, les tests de Shapiro, et qui a donné un p-value de 0,001. Qui nécessitait vraiment une transformation logarithmique. Et donc, c'est cette transformation qui nous a permis vraiment d'ajuster un peu les données. Et sur le plan de l'eau aussi, la consommation est extrême à 49 710 mètres cubes. Donc, on a constaté qu'il y a une faible corrélation entre les variables CO2 et eau, avec une valeur négative de moins 0,0967. L'analyse en composante principale ACP confirme que les dimensions environnementales sont traitées en silo. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une intégration entre les différentes dimensions pour pouvoir aboutir à une gouvernance globale beaucoup plus performante à ce niveau. Mais chaque dimension semble être traitée différemment. Voilà. Et après, quand on a utilisé le clustering selon le modèle Camise, qui nous a permis vraiment de segmenter les 5 sites en 3 profils distincts.
Donc, les sites très performants, les sites intermédiaires et les sites à risque élevé. Donc, pour les sites performants, on note qu'il y a un budget RSE, responsabilité sociale et environnementale optimisé. Il y a un dialogue, en tout cas communautaire fluide. Il y a un risque environnemental maîtrisé. Et par rapport au site intermédiaire, il y a une conformité, qu'on peut dire, des façades. Il y a des investissements sociaux, mais de façon hétérogène, surtout dans les plans de la santé et de l'éducation. Mais aussi, il y a une satisfaction moyenne au niveau communautaire. Mais quand on prend les sites à haut risque, ça, il y a un faible budget RSE qui systématiquement classe, en tout cas, ces niveaux à haut risque. Et on a noté que le sous-investissement social pénalise directement l'écologie. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les budgets influencent beaucoup la satisfaction. Et donc, l'influence positive prouvée avec une corrélation de 0,218, donc soit un p-value de 0,001, donc le niveau de significativité à ce niveau est très élevé. Et l'investissement ciblé, ça c'est la paix communautaire. En termes d'audit, on a constaté que les audits et la conformité environnementale donc riment bien. Donc, les audits influencent beaucoup la conformité environnementale avec un p-value de 0,041. Donc, on peut dire en ce moment que l'intégration systémique entre les performances environnementales, sociales et globales est la clé de la rentabilité responsable. Donc, on est parvenu à 8 recommandations qui doivent éclairer la société BDRA pour améliorer en tout cas sa performance globale en matière de gestion environnementale et sociale. La première recommandation, c'est de cibler la réduction de CO2 de façon vraiment significative. Et la deuxième recommandation, c'est vraiment de réfléchir à une méthode de gestion beaucoup plus efficace de l'eau pour minimiser en tout cas la consommation d'eau. Et la troisième recommandation, c'est vraiment de renforcer les audits environnementaux externes qui impactent positivement. La quatrième recommandation, c'est aussi vraiment de rehausser le niveau de budget RSE. Et la cinquième recommandation, c'est vraiment d'engager beaucoup plus de dialogue avec les communautés locales pour un climat beaucoup plus apaisé. Et la sixième recommandation, c'est vraiment de lancer une stratégie climat d'entreprise qui va permettre vraiment d'encadrer tout ce qui est gestion environnementale au sein de l'entreprise. Et la septième recommandation, c'est vraiment de structurer les opérations autour de la norme ISO, ISO 14001, qui est une norme internationale en matière de gestion environnementale, de management environnemental des entreprises sur le plan international. Et ensuite, la huitième et la dernière recommandation, c'est vraiment de déployer des tableaux de bord Power BI pour assurer un suivi efficace des indicateurs clés de façon régulière en termes de gestion environnementale. Puisque Power BI est un outil très puissant en matière de dashboard. Donc, s'ils arrivent à installer en tout cas un tableau de bord sur ces plans, ça va permettre une gestion, le suivi correct des indicateurs clés en matière de gouvernance environnementale. Donc, globalement, c'est ce que je devais vous dire par rapport à l'étude que j'ai faite sur l'entreprise, sur la performance environnementale et sociale de l'entreprise BDRA. Et maintenant, vous voyez, ça c'est la base des données Excel qui a été générée par IA qui comporte les 420 observations et les 32 variables. Voilà. Donc, ça, c'est en gros ce que je voulais vous dire. Est-ce Donc, que nous pouvons aussi voir les 12 files sur lesquels vous avez travaillé sur Stata? voilà.
Et tout de suite, là, j'ai essayé de fouilleter les deux feuilles là, je l'ai perdu, mais je vois que ici, là, je vois les variables ici. Mais j'ai cherché les deux feuilles, en fait, je n'ai pas pu les retrouver. Je ne sais Est-ce que pas, vous j'ai eu un avez... problème technique à ce niveau. Euh, D'accord, là, il faudra que je fouille ça après pour voir si réellement ce n'est pas perdu quelque part. Ça, c'est les variables, les différentes variables ici. Mais je ne sais pas, le d'accord, tout là, comment je l'ai perdu, je n'arrive pas à les retrouver. Je ne sais pas si c'est d'accord. l'effet du coach qui me fait perdre ça, je ne sais pas. Non, c'est pas mon effet. Il faut trouver les deux fils parce que ça présente en fait C'est- tous les Non, travaux que vous avez non, c'est fait. très important, c'est très important. Tous les résultats sont à ce niveau. Parfait. Merci beaucoup pour votre travail. C'est bien noté. Bien que quelque part vous aviez dit les p-values inférieures à zéro, hein. Il y a quelque chose que vous avez dit là. Bon, je commenterai quand on aura commenté. Mais sinon, félicitations à vous, Monsieur Sidi, pour la présentation. J'ai aimé votre présentation. Aussi ce que vous avez fait sur Notebook LM. Et j'espère qu'en faisant ce travail, vous aviez appris pas mal de choses. C'était ça l'objectif d'apprendre. Pas mal de choses, surtout vraiment avec votre accompagnement de l'autre jour, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parfait. Merci beaucoup. Je vis pour Monsieur Cédric. Il y a des amis qui ont écrit 7 sur 10 pour Cédric. Une bonne chose. Alors, vous allez me dire pour Monsieur Sidi, vous donnez combien sur 10 hein, dans les chats avant que Sidi ne parte? Déjà, on va prendre on dit Sidi 8 sur 10. OK? C'est bon, félicitations, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Nous allons prendre la troisième personne. La troisième personne, Monsieur Sanou, vous avez la parole. Merci bien, coach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Euh, Sanou. vous me recevez bien? Vous écoutons très bien. D'accord, merci beaucoup. À la suite des autres, je m'en vais partager avec vous les résultats de l'analyse que j'ai menée. Pour moi, j'interviens dans le domaine de la santé, mais j'ai voulu explorer notre domaine, notamment le domaine de la téléphonie mobile. Donc, les documents que je vais présenter, vous voyez mon écran. Ah oui, je pense que ça va s'afficher. Oui, nous voyons votre écran très bien. D'accord, effectivement. Donc, c'est dans le domaine de la téléphonie mobile. J'ai voulu essayer d'analyser quelques indicateurs là-bas suite à votre accompagnement pour la formation Sistata. OK. Donc, tel que présenté, nous avons pu avoir une base de données avec les prompts que vous avez envoyés. C'est la base de données comme ça de 10 000 lignes. OK. C'est dans cette base de données qui a été euh, importée ici avec le do file qui est là. D'accord, donc le do file est là et je vais dérouler avec vous ce qu'on a pu avoir comme analyse. Je tiens à préciser que je n'ai pas pu mener à terme mon analyse suite à un délestage brusque. J'avais même perdu le do file, j'étais obligé de le reconstituer. Donc c'est ça qui a pris mon temps un peu. Donc le contexte, je vais le présenter. Il s'agit d'analyser les déterminants de la satisfaction et du churn. Entendu par churn ici, c'est le taux de résiliation ou de départ d'un abonné. Donc, on a fait une analyse statistique de la base de données mobile au Burkina Faso. Comment ça se présente? C'est dans un contexte d'une évolution contrastée des performances commerciales, malgré qu'on puisse constater une croissance du parc d'abonnés au Burkina Faso. Certains indicateurs de fidélisation, de rentabilité suscitent des préoccupations. C'est dans ce contexte que la direction marketing souhaitait exploiter les données clients afin d'améliorer la satisfaction, de réduire la résiliation et optimiser les campagnes marketing. Cela nous conduit à dégager comme problématique maintenant de déterminer les principaux déterminants de la satisfaction et le risque de résiliation des abonnés au Burkina Faso. Comme objectif général que la direction s'est assignée,
fixé, c'est-à-dire d'identifier les facteurs qui influencent la satisfaction et la fidélisation des abonnés. De façon spécifique, c'est de décrire le profil des abonnés, mesurer la satisfaction moyenne, comparer les différentes régions, étudier les relations entre les usagers et les satisfactions, identifier les facteurs associés au churn. Churn, je vais dire ici le taux de résiliation. Construire un modèle prédictif du churn, segmenter les clients en groupes homogènes. Donc, suite à cela, la direction a pu émettre comme hypothèse 5 hypothèses. Premièrement, les clients ayant plus de réclamations sont moins satisfaits. Deuxièmement, la satisfaction est positivement corrélée à l'ancienneté. Les clients post-payés génèrent un revenu moyen supérieur. Les régions présentent des niveaux de satisfaction différents. Le taux de résiliation est influencé par la satisfaction. Pour l'ARPU. L'ARPU ici, c'est le revenu moyen par abonné et les réclamations et l'ancienneté. Donc, le plan se déroule comment? On va déterminer le profil moyen des abonnés. Deuxièmement, les hommes et les femmes ont-ils la même satisfaction? Les prépayés et les postpayés ont-ils le même revenu moyen? La satisfaction augmente-t-elle avec l'ancienneté? Les réclamations réduisent-elles la satisfaction? Pour ce faire, on a essayé de déterminer, faire l'analyse descriptive en faisant les samarages que j'ai si bien exécuté encore. Nous a donné un résultat qu'on a pu déterminer. Bon, je vais revenir ici directement. Voici le résultat de l'analyse avec samarages. Donc, c'était les différents indicateurs, notamment l'âge, l'ancienneté, revenu moyen, les taux de réclamation, et puis la consommation, le volume de consommation des data, de l'Internet par mois. Ok, donc en moyenne, si on regarde ici, l'âge moyen, ça fait 43 ans. Donc, cette téléphonie mobile a en moyenne majoritairement les clients adultes. Et aussi, le taux de fidélité est satisfaisant, ça fait 5 ans en moyenne aussi. Et le revenu moyen généré par un abonné, ça fait 3 500 par an, par mois, pour les 10 000 personnes. Donc, c'est légèrement satisfaisant pour la compagnie en question. Par contre, le taux de réclamation est un peu élevé, ce qui fait que c'est en rouge, notamment un niveau moyen relativement faible. Aussi, la consommation des data en moyenne par mois, ça c'est un peu élevé aussi, c'est un levier important de revenus. Donc, ça fait 6 gigas par mois par abonné. Et aussi, côté appel direct, il y a 25 minutes en moyenne par jour. Ça aussi, c'est satisfaisant. Et côté SMS aussi, on a 489 SMS par mois pour un utilisateur. Ok. Pour les autres indicateurs, on peut continuer. Néanmoins, côté satisfaction et le taux de départ maintenant. Côté satisfaction, on a un taux de 5,5 sur 10, ce qui n'est pas aussi satisfaisant. Donc, la satisfaction est effective. C'est probablement un facteur explicatif du taux de churn qui est de 12,4, notamment le taux de résiliation ou de départ d'un abonné. On peut prendre par exemple, si 10 000 clients, environ 1240 ont quitté l'opérateur. Ce taux est significatif et justifie cette analyse approfondie des différents facteurs. Aussi, s'agissant de voir maintenant les relations, notamment la satisfaction par rapport aux variables genre, on a pu avoir ces différentes données. En moyenne, la consommation, le taux de satisfaction des hommes par rapport aux femmes. Mais néanmoins, avec les données de p-value, on estime qu'il n'y a aucune preuve qui nous permet d'affirmer que la satisfaction diffère selon le genre des abonnés. Parce que le p-value est autour de 0,95, qui n'est pas aussi supérieur à notre fameux 5%. Ensuite, au niveau aussi de la relation, pour voir maintenant, les clients prépayés et postpayés génèrent-ils les mêmes revenus à l'entreprise? On met ici, ont-ils les mêmes revenus? C'est de voir maintenant et de voir qui, parmi ces deux types d'abonnés, génère plus de revenus à l'entreprise. Il s'est avéré qu'en moyenne, c'est pratiquement sensiblement les mêmes. Postpayés, on a un taux de 3 501 par rapport à prépayés aussi qui est autour de
3496. Donc, quand on analyse aussi les plus-values, là, c'est toujours les mêmes résultats. Les segments traités et postés présentent un revenu moyen similaire. Aucune preuve ne permet de conclure que le segment des clients influence les revenus moyens. Ensuite, par rapport à la fidélisation liée à l'ancienneté. Et à ce niveau aussi, l'analyse qu'on a testée, de corrélation des personnes qu'on a essayé de... Voici les différents tests là qu'on a essayé d'exploiter pour analyser. Voici ce que ça donne comme résultat. L'ancienneté n'explique pas la satisfaction des clients. Être client depuis longtemps ne garantit pas une meilleure satisfaction. Aussi, pour voir aussi les différentes relations entre les taux de réclamation par rapport à la satisfaction. Est-ce que ça influe sur la satisfaction? Et à ce niveau aussi, la corrélation des personnes nous permet de démontrer qu'aucune preuve statistique ne permet d'affirmer que les réclamations influent sur le niveau de satisfaction des clients. Ensuite, de façon synthétique, voici les différents tests qui ont été menés. Synthèse diagnostique augmentée. Pour la première hypothèse, réclamation, baisse de satisfaction, nous avons mené le test de Pearson. Et voilà ce que ça nous donne, avec un p-value de 0,115 qui est largement supérieur, donc le test est rejeté. Donc, dans la majorité des cas, les différents tests sont rejetés. D'où l'idée maintenant, c'est d'approfondir l'analyse. Malheureusement, bon, le délestage m'a interrompu. Donc, à ce stade de l'étude, on peut dire quoi? L'étude met en évidence une clientèle globalement fidèle, mais moyennement satisfaite. Les premières analyses suggèrent que ni les gens, ni les segments commerciaux, ni l'ancienneté, ni les réclamations n'expliquent significativement la satisfaction. Il est donc nécessaire d'approfondir l'analyse à travers des modèles multivariés et une segmentation de la clientèle afin d'identifier les leviers les plus efficaces pour améliorer l'expérience client et réduire les risques de résiliation. Donc, je pense que c'est le dernier slide. Je vous remercie beaucoup. Comme mon do-file de l'étude vient dit, je n'ai pas pu aller à terme. Donc, voici tel que ça se présente le coach. On a d'abord importé. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ok, c'est bon, merci. Vous pouvez arrêter le partage et puis vous repartager, comme ça on va voir les côtés du file. Ok. C'est bon? Vous voyez maintenant? Oui, nous voyons, mais nous ne voyons que 25 lignes. On ne sait pas si ce sont juste 25 lignes qui ont produit ce que vous avez présenté là. C'est 10 000 lignes. Nous voyons 25 lignes de code sur deux files. C'est ce que j'ai expliqué là. Comme je n'ai pas pu mener l'analyse à terme, ce sont ces lignes-là. D'accord, bien noté. Espérons on apportera des commentaires par la suite. Sinon, euh, excellent travail, excellent sujet. Et vous qui êtes médecin, vous êtes lancé dans un autre domaine. C'est intéressant. Félicitations à vous, hein. Je pense que les amis vont... Vous pouvez écrire dans les chats combien on peut donner à M. Sanou. On donne combien à M. Sanou. Ok, ok. D'accord. Alors, nous allons prendre, après M. Sanou, nous allons prendre M. Amadou. Sinon, excellent travail, M. Sanou. Rassurez-vous de finaliser votre do file parce que je vous enverrai les liens où vous devez soumettre vos travaux pour valider pour la certification. Je vois déjà dans les chats, on dit M. Sanou 6 sur 10, c'est au-dessus de la moyenne. C'est déjà bon. Monsieur Amadou, à vous alors la parole. Allô?
Bonsoir à tous. Très ravi d'être avec Bonsoir. vous pour vous présenter mon étude de cas qui porte sur le financement à impact en Afrique. Et c'est un sujet sur lequel je travaille professionnellement, c'est mon domaine. Et là, je suis très heureux de pouvoir vous partager les résultats de l'analyse qui a été faite sur Estata. D'abord, 2 remarques rapides avant de vous faire partager mon écran. La première remarque, c'est que j'ai été très ravi d'avoir fait ces 3 semaines de formation avec vous, M. Oscar. J'ai appris beaucoup d'outils, donc R, SPS, Estata. Et ce qui est vraiment, ce que je retiens vraiment, c'est que voilà, chaque outil a ses forces et ses faiblesses, et c'est selon les objectifs et les besoins qu'on utilise tel ou tel outil. Donc ça, je pense que le fait que vous nous montrez tous les outils, ça, c'est une bonne chose. Voilà, moi, cette fois-ci, je vais vous présenter sur la partie Estata. J'avais fait la présentation sur SPSS. Donc voilà, je sais pas, je partage mon écran, c'est bon? Vous voyez ou pas mon écran? C'est bon, Ouais, c'est bon, nous voyons très bien. C'est bon. voilà, désolé, il y a du bruit chez moi, parce qu'il y a des pétards en ce moment, là, à côté, dans le quartier. Désolé, voilà. Donc, c'est un projet qui vise, le travail qui vise à mesurer, à évaluer les facteurs qui influencent la performance sociale et la performance financière des projets. Et sur un échantillon de 150 projets financés en Afrique, sur plusieurs pays. Et voilà, donc l'idée, c'est de voir un peu, dans le cadre d'un financement de projet, quels sont les facteurs qui peuvent jouer sur l'impact social et en même temps la rentabilité. Donc, c'est possible d'avoir les deux, mais voilà, comment est-ce que ça va se matérialiser? Donc, l'idée, c'est d'identifier les secteurs les plus performants, voilà, en termes d'impact et de rentabilité, mesurer l'impact du montant investi dans les projets et par rapport au retour sur investissement. Enfin, on va identifier les variables qui vont expliquer le score d'impact final. Et voilà, c'est un peu le travail qui a été proposé par l'IA. Donc, concrètement, il y a plusieurs variables. Il y a une variable qui est portée sur les entreprises, c'est les PME, c'est des entreprises qui sont qui ont, donc il y a 150 PME sur la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal et le Rwanda. Ce sont les pays couverts par l'étude. Et en termes de secteur, on avait le secteur de l'agritech, donc l'agriculture mélangée avec la technologie. Il y a le secteur des fintech qui est le secteur sur l'inclusion financière, les paiements électroniques. Et voilà. Donc, et enfin, il y a un troisième secteur, c'est plutôt les énergies vertes, les énergies renouvelables, puisque c'est un sujet actuellement sur le continent. Il y a aussi un secteur qui a été financé, qui est le secteur de la santé avec la technologie, et ça, c'est beaucoup au Rwanda. Et enfin, le secteur de l'éducation qui est important pour tout le développement économique. En termes de variables de financement, on a le montant investi, c'est des tickets de financement. On verra bien les moyennes. Donc, on a fait un premier travail sur les moyennes pour aller relativement vite. On a fait ce travail d'importation du fichier Excel, voilà, que je vais vous montrer, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, donc c'est un fichier qui fait 150 observations de colonne A jusqu'à Q. Voilà. Pour revenir sur la présentation, on est, voilà, en termes de, le premier travail qui a été fait, c'est le travail d'analyse descriptive, les moyennes. Donc, en termes de moyenne, on a aujourd'hui, les financements vont en moyenne à 268 000 dollars plutôt. C'est les financements des projets qui sont apportés aux PME. Il y a le retour sur investissement autour de 12,35%. Et en termes de création d'emplois et de score d'impact, on est sur 25 emplois créés en moyenne, en plus. Donc, à chaque fois quand on finance une PME, on se retrouve avec un impact additionnel de 25 emplois en plus. Donc, ce qui montre qu'il y a de la création d'emplois avec les financements qui ont été apportés. L'idée, c'est de voir concrètement, est-ce qu'il y a une relation de corrélation. Donc, voilà, on a fait une analyse bivariée de corrélation entre le montant investi et aussi le nombre d'emplois créés avec, voilà, ce qui ressort, c'est il existe une forte corrélation entre les deux, le montant investi et les chiffres d'affaires générés. Ça, c'est des corrélations qui existent et derrière qui vont créer de l'emploi. Donc, le plus important, c'est que voir aussi
à travers ce test, on a une corrélation du rendement, du retour sur investissement et sur l'emploi créé qui est de, voilà, on est à 0,62 et aux emplois, on est à 0,51. Donc, il y a une forte corrélation entre le score impact, l'emploi direct qui est créé. Ce qui prouve qu'il y a une rigueur, la finalité sociale des projets peut accompagner la dynamique de recrutement, de création d'emplois. On a fait un test de taille student, donc le test de taille comparaison des moyennes. Ce qui ressort, la question c'était plutôt les entreprises dirigées par les femmes, parce que c'est un élément, un facteur d'impact aussi, le fait que voilà, on donne une certaine priorité aux femmes en termes de gestion d'entreprise, de création d'emplois. Est-ce qu'il y a une on a fait une comparaison. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un effet multiplicateur. Quand il y a un effet multiplicateur qui est hautement significatif, donc de 21,2 points en plus. Donc voilà, donc ça veut dire que quand on privilégie les femmes dans la création d'emplois, dans la création d'entreprises, forcément, il y a un fort impact social et derrière qui se matérialise avec des recrutements supplémentaires de femmes. Donc, on lutte contre la discrimination faite aux femmes, etc. Donc ça, c'est un autre phénomène qui est constaté dans le travail. On a fait aussi une analyse ANOVA sur l'analyse des variances, sur le facteur ROI, donc retour sur investissement, et aussi sur voilà, quel est le retour sur investissement par rapport au secteur d'activité. Il y a le secteur des fintech et le secteur qui apporte beaucoup plus de rentabilité, de rendement. Donc, et ça, on le connaît parce qu'en fait, ça s'explique par le fait que c'est des services financiers électroniques qui permettent de bancariser les populations, qui permettent de faciliter l'accès au financement. Donc, qui dit accès au financement, forcément, c'est création de chiffre d'affaires, création d'emplois. Et si on a les femmes qui sont visées en plus, on a encore plus d'impact. Donc, voilà, ce travail d'analyse permet de ressortir que le secteur des fintech, suivi par le secteur de l'éducation et des énergies renouvelables, parce que l'électricité aussi, c'est un facteur de production qui permet de créer de la richesse et forcément de pouvoir voilà, créer des emplois. Donc, on a fait aussi une analyse de régression simple et multiple. Donc, je vais voir sur la régression multiple. Ce qui ressort, c'est que voilà, le montant investi, le modèle explique à 70,5% de la variance du retour sur investissement. Les domaines, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation des emplois directs impacte positivement et significativement la rentabilité. Donc, la rentabilité des projets. Donc, ça veut dire que quand on a des visées de création d'emplois et si on augmente des montants de financement, ça peut se matérialiser par aussi un rendement financier élevé. Et enfin, il y a la dimension genre aussi joue beaucoup là-dessus et voilà, ça peut aussi apporter de l'impact, l'inclusion sociale, aussi l'environnemental, la prise en compte de l'environnemental. Existe aussi des arbitrages en termes de financement, parce que le fait de financer des projets qui sont à fort impact, on peut avoir aussi un effet comment on va dire ça, un effet d'impact cumulatif. Les impacts vont se cumuler, quoi. Donc voilà, c'est un peu les résultats qui ressortent de l'analyse. Et peut-être une conclusion rapide, donc pour pouvoir ne pas rester sur le temps. Donc pour conclure, donc les recommandations, elles sont de 3 niveaux. Quand on augmente la taille des financements dans les projets, la relation positive linéaire montre qu'un capital plus élevé engendre de meilleures structures de coûts, un meilleur chiffre d'affaires et forcément créer plus d'emplois, des emplois durables. Donc ça, c'est le premier enseignement. La deuxième recommandation ou l'enseignement qu'on peut tirer, c'est la priorisation du leadership féminin, le fait de cibler les femmes dans la création d'emplois, dans la création d'entreprises. Ça permet aussi d'amplifier aussi l'effet multiplicateur de l'impact. Donc voilà, le fait chez nous en Afrique, on fait de l'entrepreneuriat féminin, ça permet aussi de lutter contre la pauvreté et de pouvoir aussi rentabiliser les projets en même temps. Donc on peut avoir ce double effet, impact social fort et rendement financier en incluant le facteur leadership féminin dans les projets. Troisième point, c'est l'orientation géographique sectorielle. Donc, allouer une part importante aux fintech
surtout au Nigeria et au Kenya, parce que c'est les pays qui dominent un peu le secteur de FinTech actuellement en Afrique. Ça permet de rentabiliser davantage les investissements et ça permet aussi d'avoir un impact sur ce qu'on appelle un impact extra-financier. C'est tout ce qui est impact social et tout. Voilà, donc ça rentre dedans. Et enfin, en termes de gestion de portefeuille, on a quand même fait cette segmentation avec des clusters qui a permis d'identifier des bonnes pratiques par secteur. On va mettre en place un programme, par exemple, d'accompagnement non financier, parce que les PME n'ont pas besoin que du financement, ils ont besoin d'un accompagnement non financier, tout ce qui est formation, renforcement de capacité, tout ça, ça permet de monter les compétences, derrière de pouvoir aussi faire plus de croissance du chiffre d'affaires et d'avoir un fort impact social. Voilà un peu les résultats de l'étude de cas que je voulais partager avec vous. Et voilà pour partager un peu le fichier Estata, je ne sais pas, le DoFile, comme vous dites. Vous voyez mon écran, c'est bon? Allô? Est-ce qu'ils ne m'entendent plus? Qu'est-ce qui se passe dans la connexion? Allô? Putain, mon micro, il est ouvert. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Apparemment, le formateur a un problème de connexion. Ah, ok, c'est pas moi. Donc, ok. Donc, voilà. Vous savez, vous avez pu voir ma présentation défiler ou pas? Rassurez-moi un peu. Non, non, nous voyons très bien votre écran, monsieur. Ok, voilà le DoFile, donc le fichier de base est là. Voilà, j'ai eu, donc le DoFile est là avec les graphes, les tableaux. Ouais, j'ai eu quelques problèmes. Je pense que là, j'aurais besoin des conseils du coach pour pouvoir ajuster quelques réglages sur le fichier. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. J'espère que voilà, la présentation a été claire pour vous. Ah, personne n'entend, ça m'inquiète. Merci Cédric, j'ai vu ton retour. Peut-être, en attendant que le coach se connecte, peut-être une note. Oui, nous l'attendons seulement. OK. Othniel peut continuer. Qui reprend derrière? OK. OK, j'envoie ça sur le groupe WhatsApp. Hein. Je vais envoyer ça sur le groupe WhatsApp. Et la prochaine personne, je crois que c'est Précieux. Voilà, c'est vous qui présentez du coup. OK. Mais mettez-moi la note aussi hein, par rapport à la présentation. C'est toujours bien d'avoir votre feedback. Merci. C'est bon, j'ai mis la présentation comme demandé sur le chat, donc sur le WhatsApp. Donc, peut-être Précieux, vous prenez la parole pour présenter votre étude de cas en attendant que le coach se présente pour éviter qu'il fasse tard chez nous. Nous, ici, il fait 21 heures chez nous. Ok, vous prenez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur Précieux. Merci, monsieur Amadou, désolé.
J'ai un souci avec mon Wi-Fi, donc ça a pu couper. Je suis désolé, j'ai pas vraiment suivi attentivement votre présentation. Peut-être je pourrais suivre les replays et puis donner mes Oui, appréciations par rapport à votre oui, présentation. Yeah. oui, j'ai eu des retours de la part des camarades. Donc, j'ai mis aussi la présentation sur le WhatsApp. Ils avaient demandé d'avoir la présentation aussi. Donc, ce que j'ai fait, vous pouvez le retrouver là-bas sur WhatsApp aussi. D'accord. Merci OK. beaucoup, Monsieur Amadou. Les Merci à amis, je vous. vois dans les chats, ils font 8 sur 10. Donc, c'était une belle présentation. D'accord. Merci. On va évoluer avec, je vois, le suivant, c'est Monsieur Othniel, et puis Aïssata, et puis Ousmane. Monsieur Othniel, vous avez la parole. Ok, bonsoir, chers tous. Je partage mon Bonsoir. écran. Vous voyez mon écran? Oui, oui, nous voyons très bien votre écran. Ok. Ok, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à notre cher coach pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité, sa patience et son engagement tout au long de ces 3 semaines de formation. Mes remerciements vont également à l'ensemble des camarades, des apprenants, qui nous sommes tous là avec un seul esprit de collaboration et d'entraide à se critiquer, à apporter des corrections et des amendements. Aussi, au cours de ces 3 semaines de formation de R, SPS et SATA, j'ai principalement concentré mes efforts sur R et SPSS afin d'en approfondir la maîtrise. Bon, ce choix s'explique un peu par l'importance de mes activités de recherche et d'analyse de données, ainsi que la forte complémentarité de euh, de ces deux logiciels statistiques de visualisation, de modélisation et ainsi de suite. OK. Pour un peu rentrer plus dans le but de ma présentation porte sur l'étude des impacts de la variabilité des paramètres climatiques et de la pollution dans les zones à fort potentiel agricole du Burkina Faso. C'est un sujet que je travaille depuis un bout de temps. Bon, mais je travaille sur ça avec Python, mais à partir de ces 2 formations, j'ai compris que R a un très bon rendu et j'ai essayé de prendre de mes hypothèses et puis de travailler sur R. Les données utilisées dans ce travail est un ensemble d'un échantillon de 40 ans, 40 années et porte sur 11 variables climatiques, hydrologiques et environnementales. Cet échantillon est temporel. Et je vais dire temporel. Quand je parle de temporel, c'est pour dire c'est un échantillon de 40 ans, mais avec des variables mensuelles. Dans cette présentation, je veux plus montrer quel est l'impact de l'activité solaire sur le cycle hydrologique et sur le cycle de l'ensemble de la variabilité climatique décennale du bassin versant et de la boucle du Mouhoun. Et dans ça, après, je travaillerai plus sur le rayonnement solaire, c'est-à-dire le nombre de tâches solaires qui, que constitue et l'impact de l'activité solaire sur les variables climatiques. Et j'ai comme objectif d'identifier les signaux cycliques communs entre l'activité solaire et l'environnement, de quantifier les différents coefficients de corrélation, et après donner les d'implémenter ça sur des cartes, sur des reliefs cartographiques. Et dans ce travail, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé d'abord de montrer, de donner, faire la corrélation de sperme et de personnes de ces données, de mes variables, de faire l'analyse spectrale et enfin les tests de causalité et des modèles VAR. Maintenant, comment j'ai organisé mon travail? J'ai organisé mon travail en plusieurs aspects. Ici, voici, j'ai créé ici c'est
Ça concerne plus l'importation des données et les packages que je vais travailler sur. Ici, j'ai essayé de monter l'exploration des données. Ici, ça concerne la corrélation. Ici, c'est l'analyse spectrale. Et ici, c'est les tests de causalité, de grandeur. Et ici, c'est les différents modèles. Ça veut dire le modèle va autorégression et l'analyse. Maintenant, je repasse sur le domaine, sur l'importation de mes données. Voici les packages que j'ai utilisés au niveau de l'importation des données. J'ai utilisé le package taille diverse, qui est un ensemble de packages utilisés pour la manipulation, l'analyse et la visualisation des données. Il y a le package Janitor qui sert principalement à nettoyer rapidement les données. Il y a le package Scheme qui fournit un résumé statistique complet des données de mes données. Maintenant, le package XL qui permet d'importer les données Excel. Bon, si c'était des données CSV, je n'allais pas utiliser plus ça. Il y a le package, ici, j'ai un package qu'on appelle le package pur. Le package pur, ici, au niveau de mes corrélations. Le package pur, c'est quoi? C'est un package qui sert à répéter automatiquement une même opération sur plusieurs objets. Et au niveau de l'analyse spectrale, j'utilise un package, le package Wavelet Contour. Ce package permet de réaliser des analyses des ondulés. Maintenant, ici, j'ai ça, c'est une commande, la commande grecque. La commande grecque, c'est une commande qui sert simplement à rechercher partout où je dois avoir des schémas dans ma modélisation, que ces packages-là, que ça puisse se regrouper, se détecter et puis aller mettre dans un fichier que j'ai créé comme output. Maintenant, je repars au niveau des import data. Ici, j'ai importé mes data, mon fichier Excel, et quand je le plotte, contrôle, clic, je rends ça, voici ce que ça donne. Mais je peux toujours voir mes données travailler à partir de là. Je peux un peu remonter ça. Voici mes données que j'utilise. Maintenant, en continuant avec plus pour une bonne vue, voici un peu comment mes données se présentent. L'année, les mois, la température, les précipitations, l'évaporation, l'humidité, le vent, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, les débits et insolation, ainsi de suite. Que je ferme ça. Mais par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai importé mes données, j'ai essayé de vérifier la structure de la base de données comme Data Boromos. La Boromos, c'est la localité où je fais ma recherche. J'ai essayé de vérifier les variables parce qu'il faut voir si mes variables sont numériques et ensuite ça montre que mes variables sont numériques s'il n'y a pas de variables stringing. Et puis ici, c'est uniquement comparer les colonnes et voir. Ici, j'ai continué par la suite à voir s'il y a des variables aberrantes et des variables aberrantes et des variables manquantes. Je continue à l'exploration. J'ai déjà expliqué comment mes packages se présentent. Voici le truc là qui montre où je n'ai pas de variable manquante. Voici le summary qui me permet de voir une analyse descriptive simplifiée de toute la médiane, comment calculer la médiane, la moyenne. Maintenant, au niveau de mes corrélations, bon, j'ai utilisé la corrélation, je passe vite, puisqu'on a toujours des gens qui veulent présenter, or l'air aussi est en train de filer. Au niveau de l'analyse spectrale, je pars immédiatement pour les résultats. Et pour les résultats, voici ce que ça présente. Voici ce que ça présente. Maintenant, voici, on peut remarquer les taches solaires qui sont à bleu. Et bon, ça, c'est à ce niveau, ça montre les ondulés entre l'évaporation et l'activité solaire. Là, immédiatement, vous allez voir qu'il y a ces trucs-là en bleu qui diffèrent en rouge. Et ici, quand on regarde, ici, c'est la puissance que ça donne. Et ici, au fur et à mesure qu'on monte, ça donne un autre résultat. Ici, ça, c'est entre l'humidité et l'activité solaire. Ici, c'est l'insolation et l'activité solaire. Ici, c'est la pression atmosphérique, l'activité solaire. Ça, ce sont les précipitations. Ça, c'est la tache solaire qui agit en même temps sur l'activité solaire pour voir quelle est
le résultat que ça donne. Ça, c'est avec la température, ça, c'est avec la vitesse du vent. Ça, c'est au niveau du débit. Maintenant, vous voyez que les flèches, là, ça donne une direction et ça divise. Donc, bon, ça, c'est, en fait, ça constitue un article scientifique que je dois publier. Mais comme je n'ai pas encore publié, j'évite de tout rentrer dans les détails. Maintenant, au niveau du truc, je rentre, et ça, c'est les courbes de cohérence entre l'activité solaire et les débits, et l'évaporation, et l'humidité, l'insolation, la pression atmosphérique, les précipitations, les températures, et ça, c'est la corrélation de personnes et puis de Spearman. Donc, en même temps, avec les différentes variables climatiques. Maintenant, en résultat, on peut montrer que les précipitations sont dominées par un cycle annuel, tandis que l'activité solaire présente un cycle caractéristique d'environ 11 ans. Ça veut dire que l'activité solaire, c'est plus physique et la cohérence des ondulés constitue une relation persistante entre les deux séries. Et les deux séries, je crois que je l'ai montré ici. Vous voyez ici, c'est les différentes séries. Les points rouges, je vais essayer d'agrandir ça. Voilà, et vous voyez ici, quand on regarde ça, c'est les cycles de 11 ans et les cycles de 22 ans. Et ça, c'est au niveau, quand à partir de là, ça avait une significativité de 95%. 95%, ça a été paramétré pour une significativité de 95%. Donc, ça montre que la cohérence en ondulé entre l'activité solaire et les paramètres climatiques ont je vais dire quoi, une cohérence de 4 ans. Ça se répète, une périodicité de 4 ans. Et ces résultats suggèrent que l'influence solaire sur le cycle hydrologique est indirecte, non linéaire et retardée, ce qui explique l'absence de significativité dans les modèles de régression linéaire. Bon, c'est comme je l'ai dit, je ne peux pas tout montrer comme c'est un article que je dois publier et je ne l'ai pas encore fait. Je me limite à là. Donc, merci pour votre attention et je me remets à vos critiques et observations. Merci. D'accord, d'accord. Merci, Monsieur Osniel. Excellent travail. Je vois déjà Jean-Pierre qui écrit 9 sur 10 dans les chats. Je pense qu'on pourra apporter des commentaires. Dès que possible, je vois encore 2 mains qui sont levées. Je pense que ça sera la fin d'un. Mais si vous voulez aussi présenter, on a encore quelques minutes. Espérons que les 2 personnes ne vont pas finir les quelques minutes qui nous restent. Mais si vous êtes là, vous voulez toujours présenter, vous pouvez présenter votre travail. Ah, ok. Je vois Aïssata et puis Ousmane. Nous prenons Aïssata et puis nous allons finir avec Ousmane s'il n'y a pas une autre personne qui veut présenter. Aïssata, à vous la parole. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez? Bonsoir, nous vous entendons très bien. Ok. Je vais essayer de partager là. Est-ce que vous voyez mon écran? J'essaye de faire le partage. Pas encore, mais bientôt là, on va voir. Vous voyez mon écran? Oui, là, ça va très bien. Bonsoir à tous. Moi, c'est Aïssata Ouida Douedraogo. Je suis malienne et je suis étudiante en licence 2 en informatique, réseau et télécom. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de mon étude statistique portant sur l'impact du digital au sein des... je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de mon étude statistique portant sur l'impact du digital au sein des petites et moyennes entreprises à Bamako, menée en collaboration avec une entreprise fictive, Mali Digital Solutions. L'objectif de ce travail est de comprendre scientifiquement comment l'adoption des outils technologiques transforme la performance financière de nos entreprises locales et d'identifier les leviers ou les freins à cette transition numérique.
Et là, la problématique s'articule autour d'une question centrale. Dans quelle mesure l'investissement technologique et la formation des équipes impactent-ils différemment les chiffres d'affaires des PME? L'enjeu est détail, car si le digital est perçu comme une opportunité de croissance et de modernisation, de nombreuses structures hésitent encore à franchir les pas, faute des données précises sur les retours sur investissement de ces outils. Et là, nous avons posé 3 hypothèses. Comme j'avais fait déjà une présentation sur Word, voici la problématique claire, les objectifs de l'analyse et les hypothèses des recherches. Maintenant, nous avons une radiographie représentative de Bamako. Pour répondre à cette question, nous avons analysé un échantillon rigoureux de 150 PME à Bamako, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques. Notre échantillon est parfaitement équilibré. 40% d'entreprises, de services et 30% de commerce et d'industrie. Le profil moyen de ces structures se caractérise par un effectif de 32 employés et un chiffre d'affaires annuel moyen de 125,2 millions de francs CFA et un budget informatique annuel de 4,14 millions de francs CFA. Enfin, le taux moyen des personnels formés au digital s'élève à 57%. Le multiplicateur des recherches numériques, la régression, les chiffres sont sans appel. Le budget technologique est le premier levier de création de richesses. Notre modèle statistique affiche un coefficient de 20,13 qui est hautement significatif. Concrètement, cela signifie qu'à taille et au niveau de formation égaux, chaque million de francs CFA supplément investi dans le numérique génère en moins 20,13 millions de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. C'est la preuve scientifique d'un retour sur un investissement massif. Et sur Word, j'avais mis déjà la partie régression. J'ai mis ça depuis le début. Et voici la régression simple et j'avais mis l'interprétation et l'analyse que j'ai eu à faire là aussi. Maintenant, l'anatomie de l'adoption, les tout ou rien. Et ça, c'est la coloration et l'ACP. Grâce à une analyse de coloration et à une analyse en composantes principales, et ACP, nous avons découvert que l'adoption des logiciels ne se fait pas par morceaux. Il y a une coloration presque parfaite, supérieure à 0,95 entre l'utilisation de la gestion des stocks, de la facturation et du CRM. L'ACP confirme qu'un seul facteur majeur capte 97,6% de l'information. Cela montre que lorsqu'une PME adopte la suite logicielle et elle le fait de manière globale et intégrée, créant ainsi un véritable écosystème digital interne. J'avais mis ça aussi dans Word. Maintenant, nous avons fracture sectorielle, les défis du commerce, l'ANOVA. Cependant, la transition numérique n'est pas uniforme. Notre analyse de la variance ANOVA met en évidence une fracture sectorielle hautement significative. Les secteurs industriels expriment la plus forte satisfaction avec une note de 4,51% et sur 5 plutôt, suivi par les services à 3,86%. En revanche, le secteur du commerce est en net retrait avec une note moyenne de satisfaction de seulement 2,82 sur 5. Cela indique que
Les outils actuels répondent parfaitement aux besoins des industriels, mais doivent être réadaptés aux réalités quotidiennes des commerçants. Fracture géographique, l'urgence formation. Au-delà des secteurs, nous observons une fracture, ça c'est les tests en fait, une fracture géographique très nette entre les deux rives de Bamako grâce à un test des students. Sur la rive gauche, dans la commune 1 à 3, les taux d'employés formés au digital plafonnent à 34,3%. À l'inverse, sur la rive droite, dans les communes 6 et 5 à 6, ces taux s'envolent à 79,7%. Cette différence de 45 points est statistiquement indiscutable. Il y a donc un besoin urgent de concentrer les efforts de formation professionnelle sur la rive gauche. Et là, nous avons l'effet des max économétriques. Et un point technique intéressant apparaît dans notre régression multiple. La variable du taux de formation semble ne plus être significative à première vue. En réalité, c'est ce qu'on appelle un effet de max économique. Comme la formation est extrêmement liée à la zone géographique, l'effet de la formation est déjà absorbé et masqué par les contraintes territoriaux de Bamako. La formation reste essentielle, mais elle est géographiquement polarisée. Nous avons et la matrice de segmentation qui revient aux clusters plutôt. Et là, nous avons réalisé une classification hiérarchique qui segmente nos PME en 3 profils bien distincts. Le premier groupe, les réfracteurs 15 PME, affiche ainsi un moyen très faible de 20,4 millions de francs CFA. Le deuxième groupe en transition de 53 structures se situe à 55,5 millions de francs CFA. Enfin, nous avons les champions digitaux, 82 PME qui dominent les marchés avec un chiffre d'affaires moyen exceptionnel de 189,4 millions de francs CFA. Ces graphiques montrent clairement la trajectoire des maturités. Plus on monte en compétences digitales, plus le succès financier est grand. Et on va finir avec les recommandations. Non. Là, nous avons l'équation du succès. Pour conclure, nous formulons 3 recommandations. Adapter les logiciels au secteur du commerce pour remonter leur niveau de satisfaction. Déployer un plan d'action de formation ciblé spécifiquement sur la rive gauche. Utiliser ces données pour convaincre les entreprises réfractaires en leur montrant par les chiffres les gains réels du digital. La numéralisation n'est plus une option de modernisation, c'est une condition de suivi et de performance pour les PME bamakoises. Et pour conclure le tout, notre étude statistique a permis de confirmer et valider l'intégralité de nos hypothèses de départ. L'impact financier du budget tech est massif. Les H1 est validé. La satisfaction dépend crucialement du secteur. Les H2 aussi est validé et il existe bien une fracture géographique majeure des formations entre la rive gauche et la rive droite. Les H3 aussi est validé. Maintenant, je vais vous montrer mon travail sur Estata. Là, c'est la base de données que j'ai eu à utiliser. Et là, c'est mon travail sur le DoFile. Monsieur, vous êtes là? Oui, je suis là. Mais pour les graphiques, et voici les travaux que j'ai eu à faire. Mais pour les graphiques, j'avais mis un code pour l'enregistrer, mais je n'ai pas pu les faire. Voici le code que j'avais utilisé pour les graphiques et autres.
Là, si j'essaye de lancer, je pensais que ça allait directement et l'enregistrer, mais c'est pas le cas. Ah, ok, Et quand- dans ces cas, essayez d'ouvrir votre graphique. Dans ces cas, euh, quand vous lancez votre commande là, il faut faire CTRL S pour enregistrer votre graphique là où vous voulez. bon, comme j'avais mis la commande Graph Export, je pensais ça enregistrait directement, mais Ok, ok, essayez voici. Et là, est-ce je que- mets, est-ce qu'il n'est pas exporté? Vous pouvez aussi le faire manuellement. Vous pouvez cliquer dans File. OK, après, je vais voir ça. Et bon. Vous pouvez faire File et puis Save As et vous regardez dans les dossiers où vous l'avez enregistré. OK. Et voici ce que j'ai eu à faire dans Stata, les commandes que j'ai utilisées. Parfait. Excellent travail. Je pense aussi, comme je l'ai dit avec les autres amis, vous aviez pris le temps d'apprendre pas mal de choses en réalisant ces travaux. Oui, effectivement. D'accord, Euh, d'accord. merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame Aïssata. On donne combien, Madame Aïssata? Je vais voir les notes dans le chat. On donne combien, Madame Aïssata? Je vois déjà je vois combien chez Madame Aïssata. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Félicitations, c'est au-dessus de la moyenne déjà. La dernière, la dernière personne, il y avait une autre personne qui voulait intervenir, c'est Monsieur Ousmane Sago. Ousmane, est-ce que vous êtes toujours là? Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, Monsieur Ousmane. je suis là, j'avais levé la main. Mais malheureusement, on a eu voilà, une coupure d'électricité. Je pense pas si mon ordinateur peut tenir voilà, jusqu'à la fin de ma présentation. C'est pourquoi je retire la main levée. Quoi. D'accord, d'accord. Il n'y a Oui. pas de problème. Maintenant, je vais essayer de réaliser une vidéo d'ici demain et puis l'envoyer sur le groupe. Ok. Voilà, si le courant revient. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Sinon, on est presque à la fin de nos présentations. Je vais juste apporter je ne sais pas si ça sera quelques remarques ou bien quelques appréciations que moi, j'aimais d'abord l'engagement de tout le monde. Vous avez appris pas mal de choses. J'ai vu comment vous vous impliquez. Je sais que pour faire des vidéos, hein, il y a pas mal de vous qui ont fait des vidéos. Pour faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de pouvoir analyser les données. Et encore, ça prend beaucoup de temps de s'y préparer pour pouvoir présenter. Donc, l'analyse des données, ce n'est pas juste rester là en train d'écrire les codes ou bien faire les graphiques. C'est aussi avoir cette capacité de transformer les résultats que vous avez obtenus en histoire que vous allez raconter. Et quand vous faites cela plusieurs fois, ça va devenir quelque chose d'habitude et donc parler, présenter ne sera pas un problème pour vous. OK? Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez vous. Vous êtes vraiment donné, engagé. Peu importe vos nombreuses occupations. Je sais que certains sont encore à l'école, les autres travaillent déjà, les autres sont occupés par les choses de la famille. Donc, plusieurs cas sociaux. Mais quand même, vous vous êtes donné le courage et les temps de pouvoir apprendre. Et je sais que vous n'avez pas perdu vos 3 semaines. Au moins, vous avez appris quelque chose de nouveau. Et comme je l'ai dit tantôt, le groupe est toujours là. Si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, si vous avez une difficulté quelconque, posez dans le groupe et peut-être quand je suis disponible ou une autre personne qui a une réponse, il peut vous apporter la réponse sans problème. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore même fini la formation. Vous suivez peut-être les replays. Il n'y a pas de problème. Finissez selon votre rythme. Une fois que vous avez fini,
remplissez le formulaire des certifications et puis envoyez tous vos travaux. Comme je le disais tantôt, je pense demain avant midi, je vous enverrai un lien où vous devez rentrer votre nom qui sera sur les certificats et les liens de vos présentations. Donc, vous devez répondre par oui ou non si vous avez fait des présentations. Si c'est oui, vous mettez les liens. Si c'est non, donc vous devez encore les refaire. Si je vous demande de mettre les liens et vous avez présenté dans la vidéo, il faut indiquer que vous avez présenté votre travail directement en direct. Et voilà. Pour les appréciations, je trouve que vous n'avez pas vraiment eu assez de soucis par rapport à la présentation, par rapport aussi aux analyses. Sauf qu'il y a certains d'entre vous, quand vous présentiez, vous commettez certains erreurs, par exemple, dire que le p-value est inférieur à 0,01 et que donc c'est significatif. Donc, ces petites choses-là, peut-être il faut encore revoir la matière, ce que nous avions dit, pour que lorsque vous présentez autant pour moi, vos explications soient claires, statistiquement vraies et plus intéressantes encore. Une autre chose j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi que l'outil qu'on utilise, c'est pas ce qui importe plus. OK? L'outil qu'on utilise, c'est pas ce qui importe plus. C'est plutôt les résultats, OK, qu'on a des analyses qu'on fait qui est plus important. OK? J'ai vu beaucoup de gens dire, ah ben, je vais devenir pro peut-être de Python ou devenir pro de SPSS parce que c'est le plus facile ou plutôt R. Tous ces outils, personnellement, je dis, ce sont juste des outils, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir avoir cette capacité de transformer les données que vous avez en solutions, en réponse à des questions que vous vous êtes posées dès le départ. Donc, peu importe l'outil que vous allez prendre, l'important, c'est de pouvoir transformer le problème que vous avez en résultats qui peuvent aider les organisations, les entreprises à prendre des décisions éclairées basées sur la donnée. Voilà là ce que j'aimerais dire. Sinon, c'était pour moi un grand plaisir. J'ai plus appris en partageant avec vous. Des fois, vous posiez des questions, il fallait que j'ai mes ressources encore. Des fois, vos présentations, avec vos présentations, j'apprenais encore beaucoup. Plusieurs d'entre vous sont dans des domaines qui sont différents avec moi. Mais quand vous présentez vos travaux, j'apprends encore beaucoup, 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 beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions de préoccupation ou s'il y a deux ou trois personnes aussi qui vont placer le monde et la fin. Les certificats seront disponibles lundi soir, OK? Le formulaire, normalement, quand vous avez payé, il y a un formulaire que je vous avais envoyé, mais je dois revoir ça suite à vos présentations que vous avez faites, OK? Donc, les certificats seront disponibles lundi soir, lundi à 18h GMT, je vous enverrai vos certificats, ainsi que plusieurs autres ressources qui vont vous aider à pouvoir évoluer. Je ne dis pas que vous êtes devenu le pro de l'analyse des données, mais quand même, déjà, vous avez les bases nécessaires pour pouvoir analyser vos, euh, vos bases de données. Et aussi, quoi d'autre d'important, je dois signaler là. Les certificats seront disponibles lundi soir. Demain, vous aurez les formulaires pour pouvoir remplir, pour pouvoir remplir afin d'obtenir les certificats. Et si vous n'avez pas encore fini la formation, ne vous inquiétez pas. Suivez selon votre rythme. Quand vous aurez fini, vous n'aurez qu'à remplir les formulaires, vous soumettez vos travaux et lorsque je valide tout, vous avez votre certificat. Voilà. Comme je disais tantôt, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un autre mot à ajouter ou une question. Vous pouvez juste ouvrir votre microphone et parler. Et après cela, ça sera à la fin pour aujourd'hui. Bonsoir, coach. Et bonsoir à tous. Bonsoir, Jean. Coach, j'aimerais savoir s'il y a moyen de nous montrer maintenant comment éliminer les bruits lorsqu'on a fini à enregistrer sa vidéo. Donc, j'avais oublié de vous les demander la fois passée.
OK. Espérons que ça va pas prendre beaucoup de temps. Normalement, il y a un logiciel qui s'appelle Audacity. Audacity. C'est un logiciel qui vous permet de pouvoir éditer les audios. OK? Donc, vous allez sur Internet, vous les téléchargez gratuitement. Je sais pas si vous avez vu ce que je fais. J'ai juste tapé sur Google Audacity, je clique sur Download et ça va se télécharger. Une fois c'est téléchargé, je vais l'installer comme on installe tout le programme. OK? Une fois c'est Audacity installé, hmm, je viens de les télécharger là, donc je peux l'installer rapidement. Est-ce que c'est Audacity que j'ai installé? Je pense oui, c'est ça. Donc, une fois c'est installé, lorsque vous êtes en train d'enregistrer votre vidéo, je ne sais pas si ça me permettra, parce que mon Active Presenter est en cours d'enregistrement de la session de ce soir, vous devez faire bouton droit sur l'audio et l'exporter, l'amener ici sur Audacity. Il y a plusieurs vidéos au fait qui montrent ça sur YouTube. Comment supprimer le bruit d'un audio avec Audacity. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous regardez comment supprimer le bruit d'un audio avec Audacity, vous le verrez. OK? Est-ce que vous avez, Monsieur Jean-Pierre, est-ce que vous avez Active Presenter ouvert chez vous? Non, non, seulement j'ai téléchargé Audacity, mais lorsque je voulais insérer la vidéo, ça refusait que ça ne lit pas ce genre donc d'extension MP. Est-ce que vous avez quelque chose qui a été enregistré sur Active Presenter? Oui, oui. OK, partagez votre écran et partagez votre Active Presenter rapidement. Quand vous êtes en train de le faire, et l'autre personne qui a la question peut juste ouvrir son micro et poser sa question. Voilà, non? Oui, Amadou ou Osniel. Oui, rebonsoir. Mais juste rapidement, en un mot, c'était juste pour vous remercier par rapport à la formation. Ça a été vraiment très intense, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des formations de 3 semaines d'affilée. Et voilà, j'ai beaucoup appris, hein, des outils, parce que c'était ça le but. Et les 3 outils que tu nous as montrés, c'est des outils qui sont hyper opérationnels. Et pour l'histoire, hein, il y a eu des missions que j'ai loupées parce que je n'avais pas la capacité d'intervenir sur ces outils-là. Donc maintenant que c'est fait, je t'en remercie beaucoup. Et dernier point, c'est est-ce que, parce que moi je continue à suivre les formations, s'il y en a d'autres, moi je suis partant. Est-ce que tu as un programme, un planning pour les prochaines formations après l'été, par exemple? Oui, il y a un programme qui va commencer, je pense, en juillet. Comme je l'avais dit, je vais vous donner les détails sur comment, donc ça ira de tous les deuxièmes semestres au fait de l'année. Il y aura des formations qui seront là chaque mois. Vous aurez les détails par mail. Ok, ben super, mais merci beaucoup. Merci à tous aussi, les camarades qui ont contribué aussi au projet des uns et des autres. Et voilà, ce sera pour la prochaine fois. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour l'ami qui vient déjà euh, d'ouvrir Active Presenter, si vous voulez récupérer cet audio pour pouvoir l'amener sur Audacity, vous faites bouton droit sur la séquence audio. Vous voyez la séquence audio en bas. C'est comme s'il y a un peu de graphiques là. OK? Ici, Est-ce que vous voyez vous la voyez l'écran? séquence? Oui, je vois très bien votre écran. Est-ce que vous voyez la Ici, séquence audio? Oui, vous faites bouton droit sur la séquence audio ok. et puis vous cliquez sur exporter dans les dossiers. Exporter dans le dossier, ok. Et puis vous pouvez lui donner un nom. Vous voyez qu'il est sous format WAV, Hmm, Stata Audio. Mettez Stata Audio, voilà. Et mettez par exemple quelque part au bureau rapidement.
Une fois vous avez mis, ça sous format audio, donc il va s'exporter, hein. Ça dépendra aussi de la longueur de votre audio. Là, je vois votre audio, votre vidéo, elle dure 2 heures. Donc, ça va un peu prendre du temps pour qu'il puisse s'exporter. Et puis, vous allez ouvrir, quoi? Audacity. Vous allez dans Fichier, importer l'audio ici que vous êtes en train d'importer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pardon, d'abord, j'ai pas voulu Audacity. Oui, le problème est que ça va pas se passer tout convenablement parce que les temps que ton exportation finisse, on ne sera pas en train d'attendre. Non, C'est non, un audio de, vous allez seulement me c'est un montrer audio là de où, 2 heures, de 2 heures, donc ça va prendre un peu beaucoup de temps. vous allez seulement me montrer là où cliquer lorsque j'aurai besoin d'importer ça. OK. C'est très intuitif. Vous allez dans Fichier, Hmm, vous cliquez sur euh, Ouvrir. Il faut cliquer sur Ouvrir. ok. Et vous récupérez l'audio qui vient des Active Presenter. Non, ça n'a pas encore fini. Ah oui, vous Après avoir voyez alors, importé ça, oui, mettez n'importe quel audio, mettez n'importe quel audio. je sais la musique. Alors. Là, ça va prendre du temps. Vous voyez, là, il fallait avoir vos éléments vite fait. J'avais fait même un audio pour vous montrer comment les faire. Normalement, votre audio sera ici au milieu, sur la partie noire que vous voyez ici. Quand votre audio sera là au milieu, Ok. est-ce que je me fais comprendre, monsieur? Quand Oui, oui. votre audio sera là au milieu, il y a plusieurs vidéos, c'est ce que je disais, il y a plusieurs audios, vidéos qui vous montrent comment supprimer les bruits d'un audio sur Audacity. Normalement, vous devez aller là dans Effets, dans le menu Effets, il y a Réduction du bruit. Euh, Voilà, il y aura quelque part réduction du bruit et vous allez cliquer sur suppression des bruits, etc., etc. Une fois l'audio est déjà net, vous l'exportez et vous le ramenez encore sur Active Presenter. Comment Ah, vous ok. allez l'exporter? Vous irez dans Fichier, ici sur Audacity, vous cliquez sur Exporter sous format MP3. Comment le mettre sur Active Presenter? Vous irez dans Insertion et vous faites insérer un audio. Et donc là, vous aurez un audio qui est déjà propre et vous supprimez l'audio qui est sale euh, de départ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, 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 merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez résumer ce que j'ai dit? Donc, j'entre dans le fichier, j'insère les fichiers audio que je dois supprimer les bruits. Lorsque j'ai fini, j'entre maintenant ici dans Effets. Effets, j'entre dans Réduction des bruits et réparation. Après, donc, après la réparation ou réduction des bruits ici d'abord, même si c'est masqué. Après, je vais encore rentrer dans Active Presenter pour euh, insérer les nouveaux audios déjà traités. Exactement. Je ne Là, sais pas si j'ai oublié quelque chose. c'est exactement ça. Vous êtes intelligent pour comprendre les choses rapidement. Mais aussi, n'oubliez pas, il y a plusieurs vidéos qui montrent comment les faire. Parce que quand il y a un audio déjà ici, il faut d'abord supprimer la partie qui contient le bruit. Vous lui donnez comme modèle. Donc, et puis, je pense, en suivant 2 ou 3 vidéos, juste une vidéo sur YouTube sur comment supprimer les bruits avec Active Presenter, avec Audacity, vous saurez les faire. Oui, oui. Je vais faire des recherches. C'est parce que je faisais des recherches que j'ai tombé sur ces Audacity. Donc, je vais continuer encore pour voir comment Parfait. m'améliorer. Excellent. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui veut ajouter un mot? Il nous reste, il y a plus de minutes, hein. C'est fini.
On est 20h GMT. Othniel, Oui, monsieur Sniel. ok. Vraiment, une fois de plus, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre coach pour son professionnalisme, sa disponibilité, sa patience et la qualité exceptionnelle de son accompagnement tout au long de cette formation. Vraiment, grâce à votre expertise, à votre pédagogie, nous avons pu progresser dans l'apprentissage de R, SPSS, SATA, Power BI et même d'autres vidéos que nous avez partagées pour continuer notre apprentissage. Je remercie également les camarades pour leur esprit de partage, leur collaboration, leurs discussions enrichissantes qui ont contribué à faire de cette formation une expérience aussi agréable qu'instructive. Et je sens que je repars de cette formation avec des connaissances renforcées, une motivation encore renouvelée et la ferme volonté de mettre en pratique les acquis de ces travaux, de cet apprentissage dans le cadre professionnel comme dans le cadre des études et de l'apprentissage que nous continuons et que je continue à chercher, à connaître. À toutes et à tous, je souhaite plein succès dans vos projets futurs et j'espère que nous nous recroiserons dans les futures formations et dans la vie professionnelle. Vraiment, merci à tous. C'est vraiment une plateforme enrichissante. Et ce groupe WhatsApp et ce groupe Telegram que nous partageons ensemble. Vraiment, merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Et plein succès à tous et bon mariage au coach. Nous a- Merci beaucoup. C'est Merci. le mois prochain. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on est à la fin. On va finir par cette note. Je vois toujours Aïssata qui lève la main, Mustapha. Vous avez aussi à dire? Ok, Coach, bonsoir, monsieur. bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bon, en réalité, je n'ai pas fini mon sujet. Voilà pourquoi je n'ai pas présenté aujourd'hui. Mais je tenais quand même à dire merci. À dire merci, malgré que j'avais pris la formation en retard. Certains camarades se sont plaints aujourd'hui en disant qu'ils viennent d'arriver, ils se plaignaient qu'ils sont en retard. Je leur ai dit, vous n'êtes pas les derniers, vous n'êtes pas aussi les premiers d'arriver en retard. Beaucoup sont arrivés en retard et après ont été aidés pour se stabiliser. Je voulais aussi vous dire merci pour votre esprit de sacrifice. Je me rappelle encore quand vous êtes tombé malade. Je vous ai dit que vous êtes tombé malade parce que vous pensez que vous êtes une IA. Parce qu'il n'y a que, ouais, il n'y a que l'IA qui ne se fatigue pas. Vous vous donnez à fond et profondément. Vous faites de votre mieux. Voilà pourquoi je vous ai donné la note de 9,5 sur 10. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à rectifier. Je pourrais vous donner ça eBay. Mais honnêtement dit, j'ai été satisfait par rapport à votre engagement et j'en ai appris beaucoup, énormément. Quand j'ai vu les présentations des autres camarades aujourd'hui, j'ai voulu poser une question. La question était de savoir si dans les analyses, nous devons mettre une différence entre la problématique et l'hypothèse H0. Parce que tel que je suis en train de travailler mon sujet, j'ai cru comprendre que l'hypothèse H0, c'est l'idée centrale de notre développement. Par contre, non, je voulais dire la problématique. La problématique, c'est l'idée centrale. Par contre, la problématique est différente des différentes hypothèses que nous allons analyser, que nous voulons montrer. Parce que généralement, H0 est toujours dans le sens opposé. Et maintenant, nous développons et les corrélations et les textes et les régressions et tout ce que nous faisons, c'est dans le but de tester H0. Bon, j'ai pensé à ça parce que j'ai vu beaucoup de collègues qui n'ont pas pris la peine de mettre l'accent sur ce point.
Or, il est pratiquement démontré que une analyse sans H0 n'est pas une analyse. Ça, c'était mon point de vue que je voulais aussi vous soumettre, monsieur. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre ajout. Et c'est vrai. Mais quand même, ce que les amis ont fait, ils présentaient les hypothèses. Des fois, on n'a pas juste une seule hypothèse sur laquelle on va travailler. On peut travailler sur plusieurs hypothèses. Et puis, ces hypothèses-là vont conduire les analyses qu'on va faire par la suite. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. On n'a pas juste une seule hypothèse. Et puis, tout ce qu'on va faire, c'est au finish pouvoir soit affirmer, rejeter ou ne pas rejeter notre hypothèse et puis prendre des conclusions irrélatives. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci aussi pour vos vœux. Je vous souhaite aussi plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre avec toutes les compétences que vous aviez acquis dans cette formation, que ça vous ouvre des portes, que ça vous ouvre des opportunités, que ce ne soit pas juste quelque chose que vous aviez appris passivement, mais quelque chose qui vous aide à accéder à beaucoup d'autres opportunités auxquelles vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas ces compétences. Et c'est à cette note que je vais mettre fin à ces lives, mais les groupes restent ouverts, les questions sont toujours le bienvenu et les contributions, si vous avez quelque chose que vous pensez nécessiterait en privé, vous pouvez les faire. Et je serai plus ravi d'améliorer les séances prochaines. Excellente soirée à tous, au revoir et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À vos temps, au Merci, revoir. Au revoir, merci, Néel. merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.